Elle m'a versé du vin dessus et m'a traité de loser, mais quand je l'ai regardée, elle a réalisé son erreur. Dis-moi quelque chose, Léna, ai-je dit, en posant lentement les pinces. Tu flirtes aussi effrontément avec Marc quand je ne suis pas là? Ou est-ce que le vin est juste particulièrement fort aujourd'hui? Elle s'est figée une seconde, puis a penché la tête avec ce sourire en coin qu'elle réserve pour ses représentations publiques. Flirter. Sa voix s'éleva, théâtrale. Waouh, David, c'est un peu tiré par les cheveux, même pour toi. Je sentais les regards se tourner vers nous, des amis mâchant à moitié leurs côtes levées, la bière à mi-chemin des lèvres. Le soleil d'été était encore doré au-dessus de la clôture, mais l'air s'était refroidi sous le poids de la tension. Tu étais pratiquement sur ses genoux, ai-je dit en m'avançant, la voix stable, mais basse, chuchotant comme des adolescents à une soirée pyjama. Tu veux me dire ce qui est si drôle que tu ne peux pas le dire à voix haute devant ton mari. Ses yeux brillèrent, me défiant. Marc est vraiment amusant, tu sais. Tu devrais peut-être essayer un jour. Celle-là a fait mal, et elle a vu qu'elle avait touché sa cible. Marc, mon meilleur ami depuis l'université, a détourné le regard et a marmonné. Et, peut-être qu'on devrait. Non, ai-je coupé sèchement, sans jamais la quitter des yeux. Elle veut une scène. Donnons-lui en une. Léna eut un rire sombre et sirota son vin comme une reine regardant des paysans se quereller. Tu fais encore une montagne d'une taupinière, David. C'est épuisant. Toi, tu es épuisante, ai-je rétorqué. Toujours en représentation. Toujours à avoir besoin d'une scène. Juste une fois, j'aimerais qu'on ait une réunion sans que tu transformes ça en une foutue audition de théâtre. Ça a suffi. Son sourire s'est évanoui. Tu veux du drame, dit-elle en levant son verre. Voici ton grand final. Et puis, sans ciller, elle m'a jeté son vin au visage. Des hoquets de surprise. Un grand splash humide sur ma poitrine, le rouge dégoulinant de mon menton. La foule est devenue silencieuse. Marc a reculé comme s'il voulait disparaître dans l'herbe. J'ai essuyé lentement mon visage avec le bas de ma chemise, puis j'ai levé les yeux et les regardé droit dans les yeux. Pas en colère, pas choqué. J'en avais simplement marre. Tu l'as finalement fait, ai-je dit, clair et calme. Tu as prouvé que tu es exactement la personne que je craignais que tu deviennes. Son visage a eu un tic, dissimulant à peine la fissure derrière la bravade. N'ose pas retourner la situation, a-t-elle craché. Tu es peu sûr de toi, contrôlant, pathétique, toujours à surveiller avec qui je parle comme un surveillant de couloir raté. Et pourtant, ai-je dit, en montrant du doigt le silence stupéfait qui nous entourait, c'est moi que les gens approuvent en ce moment. Regarde-les, Léna. Ils l'ont vu. Tu ne peux pas déformer ça. Son regard a balayé nos amis. Des regards vides, des mouvements gênés. Personne n'est venu à sa défense. Pas même Marc. Tu n'es pas la victime ici, ai-je continué. Et tu n'as pas le droit de me faire passer pour le mari fou juste parce que tu t'es fait prendre à me manquer de respect dans mon propre jardin. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pars, ai-je dit, plus doucement maintenant. Ou reste et continue de parler. Sache juste que, quelle que soit l'histoire que tu raconteras plus tard, c'est ce moment-ci dont les gens se souviendront, pas la version que tu publieras demain. Sans un autre mot, elle s'est retournée et est partie en trombe, ses talons claquant sur le pavé, claquant la porte latérale derrière elle si fort que le loquet a rebondi. Je suis resté là, dégoulinant de rouge et sans cligner des yeux une seule fois. Marc a levé les yeux, le regard nerveux. Dave, je ne voulais pas. Non, ai-je dit, d'un ton plat et définitif. Je me suis retourné vers le grill, j'ai repris les pinces et j'ai retourné les hamburgers comme si c'était n'importe quel autre soir. À point, n'est-ce pas? Quelques personnes ont ri, hésitantes au début, puis davantage. La musique a repris. Je n'ai pas ri. À l'intérieur, quelque chose d'ancien venait de mourir, et quelque chose de froid, de tranchant et de silencieux prenait sa place. Pendant les 8 dernières années, j'étais le pilier. Le pourvoyeur. Le type qui envoyait des fleurs le mercredi sans raison. Qui éteignait le football pour regarder ses séries policières. Qui tenait sa langue lors des fêtes même quand elle appuyait sur tous les boutons. Cet homme-là, il s'est consumé à la seconde où le vin a touché mon visage. Maintenant, j'avais un nouvel objectif. Rassembler la vérité. Partir avec dignité. Elena, elle n'avait aucune idée que ce soir n'était que le premier acte.
Le lendemain matin, la maison sentait la crème à la vanille et le déni. Léna se tenait dans la cuisine, portant mon vieux sweat d'université, d'où à force d'avoir été trop lavé, les manches trop longues pour ses bras. Elle fredonnait un air pop sous son souffle, remuant du sucre dans son café comme si elle ne m'avait pas humilié devant une douzaine de personnes à peine 12 heures plus tôt. Je suis resté silencieusement dans l'embrasure de la porte, à la regarder. Elle m'a remarqué, a jeté un regard paresseux par-dessus son épaule et a dit « Bonjour ». Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, ne sachant pas si je rêvais encore. Elle a pris une gorgée et s'est appuyée contre le comptoir. « Si tu attends des excuses, a-t-elle dit, tu vas attendre longtemps. » Toujours rien de ma part. Léna a penché la tête, les yeux plissés. « Oh, allez. On va vraiment se faire la tête maintenant ? J'essaie juste de comprendre, ai-je finalement dit. Qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé hier soir, exactement ? Elle a ricané, puis est passée devant moi pour aller dans le salon, la tasse toujours à la main comme si c'était un accessoire dans sa pièce de théâtre. Tu t'es ridiculisé, a-t-elle crié, devant nos amis. Je veux dire, vraiment, David, m'accusant comme un mari jaloux de sitcom. À quoi pensais-tu ? Je l'ai suivi lentement. À quoi je pensais ? Ma voix était basse, plus tendue que je ne le voulais. Tu étais pendu au cou de Marc, à chuchoter, à rire. As-tu seulement vu de quoi ça avait l'air ? Elle s'est retournée, l'expression sur son visage du pur théâtre, offensée, incrédule, une masterclass dans l'art de se faire passer pour une victime. Waouh, alors maintenant je n'ai plus le droit de m'amuser, de parler aux gens. J'ai demandé un respect de base, ai-je dit. Tu m'as jeté du vin au visage. Oh, s'il te plaît, a-t-elle lancé, posant enfin la tasse. Tu m'as provoqué. Tu bavais presque de rage. Tout le monde a vu à quel point tu étais instable. Tu t'es humilié, David. C'est là que j'ai compris. Elle ne niait pas les actions. Elle niait le contexte. Elle ne s'excusait pas pour ce qu'elle avait fait. Elle réécrivait le scénario. Dans sa version, j'étais l'agresseur. Elle était l'épouse incomprise, acculée par un homme contrôlant. Et le pire de tout, c'est qu'elle y croyait. Elle a pris son téléphone, ses pouces dansant. Marc a envoyé un texto pour prendre de mes nouvelles, il a dit qu'il se sentait très mal à propos de ton esclandre. J'ai failli rire. Mon esclandre ? J'avais parlé calmement. Une phrase, peut-être deux, et elle avait explosé comme un volcan. Maintenant, la voilà en train de tordre tout le récit en une performance qu'elle pouvait vendre. Tu vas vraiment continuer avec ça, ai-je demandé doucement. Que j'ai perdu le contrôle. Elle n'a même pas levé les yeux. Fais ce qui t'aide à dormir. Pendant un instant, la pièce a tourné. J'ai vu l'avenir qu'elle était en train de construire. Un avenir où j'étais le mari déséquilibré, l'accusateur paranoïaque, l'homme émotionnellement instable qui poussait sa pauvre et patiente épouse à la solitude. Et j'ai réalisé quelque chose de glaçant. Si je ne faisais pas quelque chose de réel, d'indéniable, elle m'enterrerait dans ce mensonge. Elle ferait de moi le méchant de ma propre histoire. Elle a posé le téléphone et m'a regardé, l'expression adoucie. On peut passer à autre chose, tu sais. Laisse tomber. Ça ne vaut pas la peine de faire traîner ça. Je l'ai regardé, la silhouette familière debout dans la maison que nous avions construite ensemble, et je n'ai rien reconnu. Ce n'était pas un malentendu. C'était de la stratégie. J'ai hoché la tête lentement, suis passé devant elle en direction des escaliers et j'ai dit, tu as raison. Elle a cligné des yeux. Attends, quoi ? J'ai besoin de temps, ai-je dit. Juste un jour ou deux pour me vider la tête. Elle a souri faiblement, soulagée, mais au fond de moi, quelque chose de bien plus froid avait pris racine. Elle pensait que c'était fini. Elle pensait qu'elle avait gagné, et j'allais la laisser le croire, juste assez longtemps. Le deuil ne s'annonce pas toujours. Parfois, il s'insinue silencieusement, par des pas feutrés dans le couloir ou par le goût légèrement différent du café parce que vous n'avez pas encore dormi. Pendant 3 jours, Léna a oscillé comme un pendule, passant sauvagement d'une culpabilité larmoyante à une déviation glaciale. Un matin, je l'ai trouvée recroquevillée sur le canapé, une couverture sur les épaules, du mascara maculant une de ses joues. Elle m'a regardé comme une enfant, la voix tremblante. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, a-t-elle chuchoté. C'est comme si quelque chose avait pris le dessus. Je n'étais pas moi-même.
Je suis resté dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Elle a reniflé et a continué, tu sembles si distant ces derniers temps. Comme si tu étais à moitié ici, à moitié ailleurs. Je suppose que j'avais juste besoin d'attention. Je voulais juste me sentir vu. C'est comme ça qu'elle fonctionnait maintenant. Pleurer les excuses, mais ne jamais dire les mots. Transformer la culpabilité en accusation subtile. Faire passer mon calme pour de la cruauté. Et puis le lendemain, je suis entré dans la cuisine et elle n'a même pas levé les yeux. Elle est restée devant la cuisinière, retournant des œufs en silence, comme si rien ne s'était jamais passé. Je n'ai rien dit. Elle n'a rien dit. Mais l'air entre nous était lourd d'électricité statique. Chaque regard était chargé. Chaque silence trop long. La maison elle-même était devenue une scène de théâtre. Dans chaque pièce, une scène où je devais jouer le méchant dans un scénario que je n'avais pas écrit. Tu penses toujours que je t'ai trompé, a-t-elle demandé ce soir-là, la voix plate, les yeux fixés sur la télévision. J'ai marqué une pause, ne sachant pas si elle voulait vraiment une réponse. Et toi, ai-je finalement demandé. Elle s'est alors tournée, les yeux s'aiguisant. Donc, c'est un oui. Tu penses que je suis ce genre de personne? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle a attrapé la télécommande, éteint l'écran et s'est levée. Tu fais toujours ça. Tu prends tes distances et puis tu agis comme si tu étais la victime. Peut-être que si tu étais présent pour une fois, je n'aurais pas à chercher de l'attention ailleurs. Voilà. Le lent renversement, la réécriture soigneusement élaborée où elle devenait l'épouse négligée et moi, le froid étranger. Je l'ai regardé sortir de la pièce, c'est pas lourd, répété. Je me suis rasseoir, respirant lentement. Elle avait raison sur un point. Je prenais mes distances, mais pas par punition, par préservation. Chaque mot sortant de sa bouche était devenu un test. Chaque acte de gentillesse, une préparation pour le prochain voyage de culpabilité. J'avais autrefois cru que cette maison que nous avions construite ensemble était un havre de paix. Maintenant, elle ressemblait à un palais des glaces où rien n'était tout à fait réel et chaque reflet déformait la vérité. Pourtant, je ne l'ai pas confrontée. Pas encore. Au lieu de ça, j'ai observé. J'ai étudié le schéma, comme la façon dont elle gardait maintenant son téléphone face contre table. L'hésitation d'une demi-seconde avant de répondre au texto. Le silence quand le nom de Marc était mentionné, ce qui n'arrivait pas souvent, mais n'était jamais anodin quand cela se produisait. Elle construisait sa version des événements, brique par brique. Une version où elle était la partenaire incomprise, accablée par un homme qui n'écoutait pas, ne se souciait pas, ne la voyait pas. Mais moi, je la voyais. Je voyais tout. Je ne montrais simplement pas encore mon jeu, laissez-la croire que le brouillard fonctionnait toujours. Laissez-la penser qu'elle jouait aux échecs pendant que je jouais aux dames, car bientôt elle réaliserait que j'avais déjà fait mon coup. C'est un jeudi soir qu'on a frappé à la porte. Pas un texto, pas un appel, juste un coup doux et hésitant sur la porte d'entrée, comme si quelqu'un n'était pas sûr d'être prêt à affronter ce qui l'attendait de l'autre côté. J'ai ouvert et là se tenait Marc. Ses yeux ont tout dit avant que sa bouche ne puisse rattraper le retard. Il semblait plus petit, en quelque sorte, comme si le poids du secret l'avait compressé centimètre par centimètre. « Salut », a-t-il dit, la voix à peine plus haute qu'un murmure. J'ai laissé le silence s'installer un moment, puis je me suis écarté. Il est entré lentement, comme si la maison elle-même pouvait le mordre. Ses mains étaient enfoncées dans les poches de sa veste, les épaules voûtées contre plus que la simple brise de fin d'été. Je ne lui ai pas offert à boire, je ne lui ai pas demandé comment il allait. Il s'est tenu au milieu du salon, a jeté un coup d'œil autour de lui comme s'il s'attendait à moitié à ce que Léna descende les escaliers et a dit « Elle n'est pas là ». Elle est sortie, ai-je répondu. Elle sera de retour dans une heure. Il a hoché la tête, a dégluti difficilement et s'est laissé tomber sur le bord du canapé comme si s'asseoir lui faisait mal. Je n'allais rien dire, a-t-il commencé. Je me suis dit que c'était juste une erreur. Juste quelque chose qui a dérapé. Mais je ne peux plus le porter, mec. Je n'ai rien dit. Je me suis juste appuyé contre le mur et je l'ai regardé se tortiller. Je ne l'ai pas planifié, a-t-il dit rapidement, les yeux fuyant les miens. Nous ne l'avons pas fait. Au début, c'était juste des textos. Des conversations tard dans la nuit. Elle disait que tu avais cessé de la remarquer. Qu'elle se sentait invisible. J'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle,
mais parce que c'était un tel cliché. Et tu as décidé de l'aider à se sentir vu, ai-je demandé. Le visage de Marc a rougi. Ce n'était pas comme ça. C'est juste arrivé. Vraiment? Il a cligné des yeux. Quoi? Ce soir-là, ai-je dit, au barbecue. Tu penses que je n'ai pas remarqué? La façon dont elle se penchait vers toi. La façon dont tu la laissais faire. Marc s'est frotté le visage comme s'il pouvait en effacer la honte. Je jure que je ne voulais pas ça. C'est elle qui est venue me voir en premier. Je me suis décollé du mur, me suis rapproché. Laisse-moi deviner. Elle a dit qu'entre elle et moi, c'était pratiquement fini. Qu'on ne faisait que vivre ensemble maintenant? Que je suis froid, distant, sans amour. Son silence était une confirmation suffisante. Est-ce qu'elle t'a dit qu'on dort toujours dans le même lit? Que je lui apporte encore son café tous les matins? Que je prévoyais un week-end en amoureux avant tout ça? Les yeux de Marc se sont remplis de quelque chose de laid. De la culpabilité, peut-être, ou le début d'une vraie compréhension. Je ne savais pas, a-t-il murmuré. Non, ai-je dit, calme mais ferme. Tu n'as pas demandé. Il a laissé tomber sa tête dans ses mains. J'ai merdé, mec. Je sais que j'ai merdé. Je ne demande pas pardon. Je pensais juste que tu devais connaître la vérité. J'ai laissé cela en suspens dans l'air pendant quelques longs instants. Puis je me suis dirigé vers la bibliothèque, j'ai sorti un bloc-notes et je l'ai posé sur la table basse. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé, confus. Je documente, ai-je dit. Nom, date, conversation, tout ce que tu es prêt à me donner. Officieusement. Marc m'a regardé, stupéfait. Attends, tu vas. Tu as dit que tu voulais arranger les choses, ai-je interrompu. Voici ta chance. Il a baissé les yeux sur le bloc-notes, puis m'a regardé à nouveau. Ses épaules se sont affaissées encore plus. Je vais t'aider, a-t-il dit doucement. Je te dois bien ça. Non, ai-je corrigé. Tu me dois bien plus que ça. Mais ça, c'est un début. Marc a hoché la tête, a pris le stylo et a commencé à écrire. Et à ce moment-là, quelque chose a changé. L'homme qui m'avait trahi m'aidait maintenant à démanteler le mensonge qu'il avait aidé à construire. Il ne le réalisait pas encore, mais il venait de changer de camp. Elena, elle n'avait aucune idée que son petit secret venait d'être remis, signé, scellé, et bientôt livré. La maison était silencieuse cette nuit-là. Pas tendue, pas hostile, juste calme, comme un théâtre après le dernier acte. Lena était allée se coucher des heures plus tôt. La porte s'est fermée avec une douceur délibérée, comme pour prétendre que tout ce qui se trouvait à l'intérieur était encore intact. Je n'ai pas suivi. Au lieu de cela, je me suis assis dans mon bureau, la seule pièce de la maison qui semblait encore épargnée par les mensonges, et j'ai ouvert un cahier neuf. Le stylo semblait plus lourd que d'habitude. Ou peut-être que c'était juste le moment. Je n'écrivais pas comme un homme essayant de surmonter la douleur. J'écrivais comme un comptable faisant le bilan d'années de dettes arrivant enfin à échéance. J'ai commencé par les noms, les dates, la chronologie que Marc m'avait donnée, recoupée avec des souvenirs que je n'avais pas osé examiner jusqu'à présent. Les soirées tardives qu'elle prétendait être des événements de réseautage. Les voyages d'affaires sans itinéraire publiés. Le changement soudain de parfum. Les excuses trop minces pour être remises en question à l'époque. Je les ai tous listés. Sans émotion, juste des faits. Ce n'était pas pour la thérapie. C'était des preuves. J'avais passé des mois, peut-être des années, à me dire que j'imaginais des choses. Que la questionner, c'était devenir paranoïaque. Que la confiance signifiait le silence. Que les bons maris n'interrogent pas, ils endurent. Mais maintenant je savais. La page s'est remplie lentement mais sûrement. L'acte d'écrire était étrangement apaisant. Comme si chaque ligne aidait à soulever un poids invisible de ma poitrine. Elle ne m'avait pas brisé. Elle m'avait libéré. À minuit, j'avais 10 pages. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil, le doux craquement résonnant plus fort que prévu. Dehors, le vent s'était levé, frôlant la vitre comme un rappel que le monde continue de bouger, tempête ou pas. Sur le bureau se trouvait un vieux cadre photo. Lena et moi, pour notre 5e anniversaire, les bras l'un autour de l'autre dans un vignoble à Sonoma. Je me souviens de ce jour. Elle était radieuse. J'étais stupidement heureux.
Et pourtant, même sur la photo, je pouvais le voir maintenant. Son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Depuis combien de temps étais-je le seul à essayer? J'ai retourné le cadre, face contre le bois. Ce n'était pas de la rage que je ressentais. Plus maintenant. C'était une étrange sorte de paix. Parce que maintenant, j'avais un but. Pas de la reconquérir. Pas de crier ou d'accuser, mais de me préparer, avec contrôle, avec dignité. Ce n'était pas de la vengeance. C'était le respect de soi, écrit ligne par ligne à l'encre noire. J'ai vérifié l'heure. Presque 2 heures du matin. J'ai verrouillé le cahier dans le tiroir du bas du classeur où vivaient de vieux dossiers fiscaux et des garanties. Personne ne regarderait là. Puis j'ai éteint la lumière et j'ai descendu le couloir jusqu'à la chambre d'amis. Les draps étaient froids, le lit intact depuis la dernière visite de ma mère au printemps. Je me suis allongé tout habillé, les bras croisés sur ma poitrine, fixant le ventilateur de plafond qui tournait lentement. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que je n'avais pas mal, mais parce que la clarté a une façon de sécher vos larmes avant qu'elles ne tombent. Demain, je sourirai quand Léna sourirait. Je ferai mon café, l'embrasserai sur la joue, jouerai mon rôle. Mais maintenant, j'avais mon propre secret. Et il était horodaté. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le réveil. Pas de rêve, pas de repos, juste cette étrange clarté qui vient après une tempête, quand le sol est encore trempé mais que le ciel commence à faire semblant que rien ne s'est passé. Je me suis habillé comme n'importe quel autre mardi. Pantalon, chemise repassée, montre bien bouclée. J'ai même mis de l'eau de Cologne que je n'avais pas touchée depuis des mois. Pas pour elle, pour moi. Quand je suis entré dans la cuisine, Léna était déjà là, pieds nus, portant un peignoir qui était le mien, fredonnant faux en retournant des crêpes. Elle s'est retournée en entendant mes pas, les yeux s'écarquillant légèrement. Pas surprise exactement, juste de la confusion. Je n'étais pas venu au lit et je n'avais pas offert d'explication. Bonjour, dit-elle, trop enjouée. J'ai fait le petit déjeuner. Son ton avait cette légère inflexion, comme si elle voulait que ce moment paraisse décontracté, confortable, comme si tout allait bien entre nous. J'ai souri. Pas le genre forcé, pas amer, pas moqueur, juste assez chaleureux pour être crédible. Ça sent bon, ai-je dit, et je l'ai embrassée sur la joue. Elle a tressailli. Juste un frémissement, mais il était là. J'ai versé du café, je me suis assis en face d'elle et j'ai mangé 2 crêpes sans dire grand-chose. Chaque fois que je levais les yeux, elle me regardait, étudiant mon visage comme si elle ne le reconnaissait pas. « Comment as-tu dormi ?» demanda-t-elle. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Un autre frémissement de confusion. J'ai beurré ma tartine. Elle a beurré son mensonge. Écoute, à propos de l'autre soir, commença-t-elle, posant doucement sa fourchette. Je sais que les choses se sont tendues. Je n'aurais pas dû m'énerver comme ça. J'étais juste fatigué et je me sentais acculé. Elle a tendu la main vers la mienne sur la table. Je l'ai laissé faire. Je pense qu'on s'est perdu de vue quelque part au milieu de tout ce bruit, dit-elle, les yeux s'embrouillant juste assez pour paraître sincère. Mais je veux arranger les choses. Si tu veux arranger les choses. J'ai hoché la tête lentement. Je le veux. C'était le plus gros mensonge que j'avais dit de toute l'année. Elle a souri largement, soulagée, comme si elle pensait que le test était terminé, comme si elle croyait avoir de nouveau les réponses en main. Nous avons débarrassé ensemble. Elle a ri à une de mes vieilles blagues, le genre sur lequel elle levait les yeux au ciel auparavant. Je l'ai laissé s'appuyer contre moi pendant que je rinçais la vaisselle. J'ai même écarté une mèche de cheveux humides de sa joue. C'était si facile, mais à l'intérieur, j'étais complètement ailleurs. Ce n'était pas du pardon. C'était une performance. Parce que quand quelqu'un veut croire à un mensonge, on ne le combat pas. On le nourrit. On le laisse redevenir à l'aise. On le laisse reconstruire l'illusion. Et ensuite, on lui prend tout. Alors qu'elle se préparait pour sa journée, je l'ai embrassée sur le front et je lui ai dit que je travaillerais tard. Elle m'a souri, les yeux brillants d'un faux espoir. Prends ton temps. Je serai là. J'ai hoché la tête, j'ai pris ma mallette et je suis sorti par la porte d'entrée. Mais je n'allais pas au travail. Elena n'attendait pas seulement dans une maison. Elle attendait dans le dernier chapitre d'une histoire qu'elle pensait encore écrire. Le café était presque vide, à l'exception du barista avec ses écouteurs et d'une femme tapant agressivement sur son ordinateur portable près de la fenêtre.
C'était le genre d'endroit où les secrets aimaient se cacher. Lumière tamisée, table en bois ébréchée, et une machine à expresso qui sifflait assez fort pour étouffer la culpabilité. Marc était assis dans la banquette du fond, les yeux déjà tournés vers la porte avant même que j'entre. Ses mains étaient enroulées autour d'un gobelet en papier, ne buvant pas, le tenant simplement comme si c'était la seule chose chaude qui restait dans sa vie. Je me suis glissé sur le siège en face de lui. « J'apprécie que tu sois venu, dit-il rapidement, nerveusement. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai enlevé mon manteau, l'ai plié à côté de moi et me suis penché en arrière. Calme, contrôlé. As-tu apporté ce que j'ai demandé? Il a hoché la tête, a mis la main dans son manteau et a sorti une petite pile de textos imprimés et de journaux de calendrier. Rien de trop accablant pour l'instant, mais assez pour tracer un schéma. Des soirées tardives, des réunions qui se chevauchent, des excuses vagues. Une piste de miettes de pain. Je les ai glissées dans mon sac sans commentaire. Marc a dégluti difficilement. Elle ne sait pas que je suis là. Si Léna l'apprend. Elle ne le saura pas, ai-je dit d'un ton plat. À moins que tu ne décides de le lui dire. Il s'est tu. J'ai laissé le silence s'installer. Les laisser faire le travail. Après un moment, il a demandé, alors, quel est ton objectif final ici? J'ai pris une gorgée de mon café, même s'il était déjà tiède. Le tribunal. Ses yeux se sont écarquillés. Attends, tu vas rendre ça public? Pas public, ai-je corrigé. Légal. Marc a baissé les yeux sur sa tasse. David, ce n'était pas censé arriver. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle allait te quitter, qu'elle avait juste besoin de temps. J'ai haussé un sourcil. C'est drôle, elle m'a dit que nous étions plus forts que jamais. Elle a menti, dit-il, presque sur la défensive, à nous deux. Non, ai-je dit, en tapant une fois du doigt sur la table. Elle t'a juste dit ce que tu voulais entendre. À moi, elle n'a rien dit parce qu'elle pensait que je ne valais pas la vérité. Ça l'a fait taire. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti une feuille de papier pliée, une liste. Des noms, des dates, des notes approximatives sur où ils étaient, les heures où ils se sont rencontrés. Le propre emploi du temps de Marc a aidé à relier les points. Je l'ai glissé vers lui. Je veux que tu vérifies tout ce que tu reconnais. Barre ce qui est faux. Encercle ce dont tu te souviens clairement. Il a hésité. Est-ce que ça va la détruire? J'ai soutenu son regard. Ça va détruire sa version de moi. Il n'a pas demandé ce que cela signifiait. Peut-être parce qu'il le savait déjà. Marc a pris le papier, l'a fixé longuement, puis a sorti un stylo de sa veste. Ses épaules s'affaissaient un peu plus à chaque marque qu'il faisait. À la fin, il ressemblait à un homme gravant son propre nom dans une confession. Il me l'a rendu, les yeux fatigués. Et maintenant? On attend, ai-je dit en l'arrangeant. Et quand elle reviendra en rampant dans ton appartement, prétendant que tout ça n'est jamais arrivé, tu la laisses faire. Sa mâchoire s'est crispée. Tu veux que je la piège? Je veux qu'elle se montre telle qu'elle est, ai-je dit, calme comme de la glace. Et je veux que ce soit enregistré. Il avait l'air malade. Jésus. Je me suis penché en avant. Tu n'es pas innocent ici, Marc. Tu n'as pas le droit de reculer devant les conséquences quand tu as aidé à créer le feu. Il avait l'air de vouloir argumenter, mais il ne l'a pas fait. Je me suis levé, j'ai enfilé mon manteau et j'ai attrapé mon sac. Encore une chose, ai-je dit. Quand ça arrivera, quand elle viendra te voir, ne l'influence pas. Ne dis rien d'inhabituel. Laisse-la simplement être elle-même. Marc a hoché la tête lentement. Et qu'est-ce que j'y gagne? Je lui ai lancé un regard. Une conclusion, ai-je dit. Et la chance d'arrêter de prétendre que tu es la victime. Puis je suis sorti, laissant la porte du café se refermer derrière moi. Dehors, le vent s'était de nouveau levé, mordant mon manteau. Mais je ne le sentais pas. Parce que je n'étais plus l'homme qui réagissait à la trahison. J'étais l'homme qui préparait la révélation finale. La première chose que j'ai remarquée, c'est avec quelle facilité elle riait quand elle pensait que je ne regardais pas. J'étais accroupi au fond du placard du couloir de Marc, le téléphone à la main, l'objectif de la caméra jetant un coup d'œil à travers une fente entre le cadre et la porte. Le placard sentait le vieux parfum et le linge oublié. Mes genoux me faisaient mal. Ma respiration restait basse, mais je ne bougeais pas.
Je ne pouvais pas. Léna est arrivée à 19h42 précise. J'ai regardé à travers la caméra d'entrée que Marc avait installée plus tôt cette semaine sur ma suggestion, une simple sonnette vidéo avec audio. Juste une autre mise à niveau discrète dans le plan de la vérité. Elle portait le même manteau que je lui avais acheté à Noël dernier, celui qu'elle prétendait détester mais n'arrêtait jamais de porter. Son coup à la porte était doux, familier, comme si elle était chez elle. Marc l'a laissé entrer et, comme par magie, le masque est retombé. Oh mon Dieu, cet endroit sent toujours comme toi, gloussa-t-elle, passant devant lui comme si l'appartement lui appartenait. Ça m'a manqué. Marc est resté distant, comme nous l'avions convenu. Poli, sans prétention. Tu veux boire quelque chose, demanda-t-il, sa voix un peu trop désinvolte. Elle a souri, a posé son sac à main sur le comptoir et s'est approchée. Non, je ne suis pas venue pour boire, dit-elle, la voix plus basse. Puis ça a commencé, de petites attentions. Ce rire que je n'avais pas entendu depuis des mois. Les doigts parcourant son torse, son corps se penchant avec l'aisance de quelqu'un qui l'a déjà fait. Et quand elle l'a embrassé, doucement, lentement, comme si elle revisitait un souvenir, ma main a tremblé, mais j'ai continué à filmer. Parce que les sentiments n'importaient plus, seul les faits comptaient. La vidéo a capturé chaque seconde, les promesses chuchotées, les limites qui avaient été franchies bien avant ce soir. À un moment donné, elle s'est retirée et a soupiré. Je ne supporte plus de faire semblant à la maison. Il est si distant. C'est comme si je vivais avec un fantôme. Marc n'a pas répondu. Il a juste regardé une fois par-dessus son épaule vers le couloir où j'écoutais. C'était mon signal. Après quelques autres baisers, Marc s'est doucement reculé et a jeté un coup d'œil à l'heure. Je dois y aller, dit-il rapidement. Service de nuit. Elle a fait la moumaise à hocher la tête. D'accord, partie remise. Il a souri crispement. Oui, bientôt. Il l'a raccompagnée à la porte, lui a dit un bref au revoir. Elle est partie sans se retourner, puis la porte s'est refermée. J'ai attendu que Marc ouvre lui-même le placard. Il n'a pas dit un mot, m'a juste regardé, la culpabilité lui pesant dessus comme des vêtements humides. Je suis sorti lentement, étirant mes jambes raides, le téléphone toujours à la main. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il aurait dû. J'aurais dû ressentir quelque chose de primal. De la rage, du chagrin, de la justification. Mais tout ce que je ressentais, c'était le calme. Elle m'a dit que j'étais un fantôme, ai-je dit doucement, rejouant ces mots dans ma tête. C'est drôle, je n'ai jamais vu un fantôme capturer un baiser en vidéo. Marc a grincé des dents. Je ne l'ai pas touché après ça. Tu as vu? Oui, j'ai vu, ai-je dit. Et j'apprécie. Il s'est assis sur le bord du canapé, la tête dans les mains. Elle ne m'aime pas, mec. Elle se sert juste des gens. Elle les fait se sentir spéciaux, comme s'ils étaient les seuls dans la pièce, mais elle n'est pas capable de vrais sentiments. J'ai hoché la tête, mettant enfin le téléphone dans la poche de mon manteau. Tu ne me dis rien que je ne sache déjà. Il a levé les yeux. Et maintenant? Maintenant, ai-je dit en me redressant, maintenant je rentre à la maison. Et je lui ai fait un sourire qui n'en était pas un. Maintenant, je dors dans le même lit que ma femme, je lui prépare le petit déjeuner le matin, et je fais semblant que tout est parfait. Marc a tressailli. Jusqu'à ce que le moment soit venu, ai-je ajouté. Je me suis retourné et j'ai quitté l'appartement. L'air nocturne me frappant d'un froid tranquille. Je ne me suis pas retourné parce que je n'en avais pas besoin. La preuve était déjà mienne. Le mensonge n'était plus à elle de le protéger. De retour à la maison, tout était exactement comme je l'avais laissé. Trop propre, trop calme, trop soigneusement arrangé pour l'illusion de la paix. Les lumières du salon étaient tamisées. Une bougie brûlait sur le rebord de la fenêtre. Une des préférées de Léna. Quelque chose à la lavande, doux et inoffensif. Elle était à l'étage. Je pouvais entendre le faible bruissement des draps, le grincement du matelas alors qu'elle se retournait dans son lit. Peut-être qu'elle rêvait. Peut-être de Marc, peut-être d'elle-même, projetée sous un projecteur tragique, victimisée et incomprise. Je m'en fichais. Je suis entré dans le bureau, j'ai fermé la porte derrière moi et je me suis assis au bureau. De la poche de mon manteau, j'ai sorti le téléphone. La vidéo avait déjà été copiée sur une clé USB plus tôt chez Marc, mais je l'ai regardée une fois de plus,
non pas pour ressentir quelque chose, mais pour me souvenir à quoi ressemble la certitude. Chaque mot, chaque baiser, chaque mensonge sur les lèvres de Léna était préservé en haute définition. C'était presque ennuyeux maintenant. J'ai ouvert le tiroir du bas du classeur, celui qu'elle ne touchait jamais, et j'ai récupéré un simple dossier manille. À l'intérieur, des captures d'écran imprimées des fils de discussion que Marc m'avait donnés, leur emploi du temps de rendez-vous, la chronologie que j'avais écrite, sa déclaration signée, et maintenant une clé USB soigneusement étiquetée. J'ai tout glissé dans le dossier, les scellés et les remis dans le tiroir. J'ai tourné la clé dans la serrure. 2 clics. C'était final. C'est à ce moment-là que c'est devenu réel. Pas seulement la trahison. Pas seulement l'effondrement. La fin. Je n'étais plus en colère. Cette phase était passée. Je ne la détestais pas. Pas vraiment. Je la voyais simplement pour ce qu'elle était. Une performance. Une longue et jolie illusion, pratiquée, sans substance en dessous. J'ai regardé autour de moi dans le bureau, les étagères que j'avais construites, les diplômes encadrés sur le mur, le fauteuil où je lisais pendant qu'elle riait dans l'autre pièce. C'était autrefois un lieu de confort. Maintenant, c'était un coffre-fort, un laboratoire, une salle de guerre avec une seule arme, la vérité. À l'étage, j'ai entendu du mouvement. Sa voix, douce et endormie, a appelé « Chérie, tu viens te coucher ?» J'ai attendu un temps, puis un autre. « Oui », ai-je dit d'un ton égal, « je finis juste quelque chose. » Ses pas ont tapoté légèrement en retournant vers le lit. J'ai fixé le tiroir verrouillé un instant de plus. Pas de feu, pas de drame, juste une conclusion, soigneusement pliée dans un dossier. Puis j'ai éteint la lumière, j'ai descendu le couloir et j'ai dormi dans la chambre d'Amy, la porte fermée, ignorant le faible coup qu'elle a frappé vers 1h du matin, prétendant que j'étais trop profondément endormi pour l'entendre. Le silence entre nous, il avait cessé d'être gênant. C'était de la stratégie maintenant. Je me suis réveillé avant l'aube, non pas parce que je le devais, mais parce que j'étais prêt. Il n'y avait pas de tremblement dans mes mains. Pas de doute, juste le calme qui vient quand on a déjà répété chaque étape. Et on sait que la fin n'est plus en question. La valise avait été faite la veille au soir. Vêtements, documents, chargeurs, tout ce dont j'avais besoin et rien de superflu. J'ai laissé la brosse à dents. Je pouvais en acheter une autre. J'ai laissé la cravate qu'elle m'avait offerte pour mon anniversaire. J'ai laissé la tasse avec « Meilleur mari » imprimée en lettres délavées. Des trophées d'une vie qui n'existait plus. La maison était calme, enveloppée dans le brouillard matinal. J'ai descendu les escaliers comme je l'avais fait 1000 fois, devant le mur de photos, devant le salon où nous avions autrefois dansé ivre après le Nouvel An, devant la cheminée qui n'avait pas été utilisée depuis des mois, et j'ai posé l'enveloppe sur la table de la cuisine. Elle était épaisse. Les papiers du divorce, le classeur complet de preuves, ma déclaration écrite, notariée, tout ce qu'elle pensait pouvoir enterrer, étalé en noir sur blanc. Il n'y avait pas de lettre, pas d'adieu, juste un post-it sur le devant, tu sais déjà tout. À 6h12, j'ai ouvert la porte. À 6h13, je l'ai refermée derrière moi. Et à 6h15, j'étais parti. Pas de claquement de porte dramatique, pas de dernier regard larmoyant sur la maison, juste le craquement silencieux des marches de l'entrée sous mes chaussures et le murmure des pneus sur la route. Elle ne s'est même pas réveillée, mais elle le ferait. Finalement, elle descendrait les escaliers en peignoir, encore groggy, s'attendant à du café, des œufs et l'illusion matinale habituelle. Au lieu de cela, elle trouverait une table sans petit déjeuner, sans mari, et la vérité mise à nu. Elle appellerait, enverrait des textos, probablement quelque chose de furieux d'abord, puis de sentimental, puis de blâmant, puis de désespéré. Je ne répondrai à rien de tout ça. Certaines choses ne méritent pas de conclusion. 3 semaines plus tard, nous étions assis de part et d'autre de la salle d'audience. Elle portait du noir, dramatique, les yeux cernés comme si elle pleurait une vie qu'elle avait déjà incendiée. Elle n'a pas parlé. Son avocat a fait tout le discours, a essayé de tordre les choses, de jeter des ombres, de recadrer les faits. Mais les faits ne se plient pas quand ils sont filmés. Quand la vidéo a été diffusée, son visage n'a pas bougé, n'a pas tressailli, elle a juste regardé droit devant elle, comme si peut-être, si elle ne clignait pas des yeux, ce ne serait pas réel. Mais ça l'était. La décision du juge est tombée rapidement. Garde du chien, droit de propriété, division nette des biens, avec une faveur pondérée pour moi.
Je suis sorti de ce palais de justice non pas avec la victoire, mais avec la paix. C'est ça, la justice. Elle ne rugit pas toujours. Parfois, elle signe un document et vous rend votre nom. De retour dans mon nouvel appartement, plus petit, plus calme, le mien. J'ai déballé en silence. Personne ne m'envoyait de texto pour que j'achète du lait. Pas de demi-vérité qui attendait dans le salon. Juste le cliquetis des verres rangés sur l'étagère et le bourdonnement du réfrigérateur. C'était étrange comme il était facile de respirer quand on n'étouffait plus dans le faux-semblant. Le téléphone a vibré une fois. Son nom s'est allumé. Je l'ai retourné face contre table. Puis je me suis assis sur le balcon avec une bière et j'ai regardé le coucher de soleil se dérouler sur la ligne d'horizon comme si rien ne s'était jamais brisé. Parce que peut-être, à la fin, ça ne s'était pas brisé. Peut-être que ça avait juste révélé ce qui n'avait jamais été entier pour commencer. Un mois plus tard, j'étais assis dans un bar où je n'étais jamais allé auparavant. Ce n'était pas le genre d'endroit que Léna et moi aurions choisi. Trop décontracté, trop peu raffiné. Le sol grinçait, la peinture s'écaillait dans les coins, et le barman avait un tatouage d'écureuil tenant un martini. Mais c'était réel. C'est ce que j'apprenais à chercher maintenant. Des choses qui ne prétendaient pas être ce qu'elles n'étaient pas. J'étais à mi-chemin d'un verre, quelque chose de sombre et de fort, quand une femme à la table d'en face a fait une blague sur les pires premiers rendez-vous. Nous avons ri, le genre de vrai rire qui ne vient pas avec des conditions. Je n'ai pas flirté. Pas exactement. Je n'étais pas encore prêt pour ça, mais je me suis permis de profiter du moment. Puis la porte s'est ouverte derrière moi. Je n'ai pas eu besoin de me retourner. Je connaissais ce rythme dans les pas, la pose près de la porte, le regard scrutateur à travers la pièce comme si elle cherchait des fantômes familiers. Léna. J'ai jeté un coup d'œil au miroir derrière le bar. Elle avait l'air différente. Le genre de différence qui ne vient pas du changement, mais de l'absence d'illusion. Pas de maquillage, pas de performance, juste elle, sans défense, et pas entièrement par choix. Elle m'a vu, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu la lueur dans ses yeux. La reconnaissance, le regret, la question. La question qu'elle n'osait pas poser. Je n'ai pas fait de signe, pas de sourire en coin, pas offert une seule ligne de dialogue. Juste un signe de tête, un petit signe simple, comme on en fait à un étranger qu'on a connu dans une autre vie. Elle a baissé les yeux et a continué à marcher. Pas de mots, pas de confrontation, juste le silence d'un passé qui n'avait plus de pouvoir. Je me suis retourné vers mon verre. La femme à côté de moi m'a demandé si je voulais partager une assiette de frites. J'ai dit, bien sûr. Et c'était tout. Pas de monologue dramatique, pas de mélodie envoûtante en arrière-plan, juste le son silencieux d'une porte se fermant derrière quelqu'un qui ne possédait plus une partie de moi. Vous voyez, je pensais que la trahison était la fin de quelque chose de sacré. Mais ce n'était pas le cas. C'était le début du souvenir de qui j'étais avant de laisser quelqu'un réécrire ma valeur. Et ça, c'était la véritable histoire depuis le début.